Bienvenue dans ce nouveau numéro de PAF qui va être essentiellement politique parce qu'il y a beaucoup de sujets à aborder. Et pour en parler, Véronique Jérôme, bonjour. Bonjour Patrice, vous êtes bonjour à tous. polito-économiste et vous êtes maître de conférence à l'université de quoi? Paris-Saclay. Paris-Saclay, hein, c'est ça. Florence Mercadet-Choquet, bonjour. Bonjour Patrice, Vous bonjour êtes à tout le avocate monde. au barreau de Versailles. Voilà, c'est bien de commencer les phrases et puis il y a les gens qui les finissent. Et si on faisait un paf comme ça? Sébastien Ramache, bonjour, merci beaucoup d'être ici. Vous avez été candidat aux législatives pour la NUPES, dans la première circonscription des Yvelines. Il y a deux candidats d'ailleurs NUPES qui ont été élus dans les législatives dans ce département. Et puis, vous êtes conseiller municipal de Guyancourt. Et Jean-Charles Lajoigny, bonjour, vous êtes éditeur. À Paris. À Paris. À Paris et en Normandie. Et en Normandie, et partout. Enfin, un éditeur national. Versaillais, quoi. Voilà, mais Versaillais d'origine, absolument. J'y tiens. Alors, il y a beaucoup de choses dont on va parler. Peut-être qu'on peut commencer par un petit round-up sur l'actualité, un peu avec des points un peu rapides sur lesquels on peut s'interroger. Donc, les questions d'actu pour commencer. Alors, il y a une actualité toute chaude, c'est cette proposition de loi qui consiste à mettre au fronton des mairies, ajouter au drapeau français un drapeau européen. Ça suscite parfois de l'engouement, ça suscite parfois des polémiques. Par exemple, j'ai vu que Manon Aubry, qui était la tête de liste à LFI aux européennes, Sébastien, parle de forfaiture démocratique. Vous êtes assez d'accord avec ça Je pense que globalement, ce débat-là qui arrive là maintenant, alors qu'il y a une crise de l'inflation, que les gens ont du mal à remplir leur frigo, qu'il y a une réforme des retraites, il y a une crise sociale inédite, je pense que dans une niche parler d'autre chose, quoi. Non, mais dans une niche parlementaire, on aurait peut-être pu penser à autre chose et à d'autres priorités. On a fait jeudi dernier, il y a eu la niche parlementaire LFI communiste à l'Assemblée nationale. Il y avait la nationalisation d'EDF. Il y avait des amendements qui permettaient d'encadrer les charges locatives et l'augmentation des coûts de l'énergie. Donc peut-être que dans une niche parlementaire, le groupe MoDem aurait pu mettre quelque chose d'autre de plus intéressant et prioritaire. C'est le groupe Renaissance, parce que le MoDem, MoDem justement, oui. Il y a un petit problème peut-être avec le MoDem là-dessus. Et d'ailleurs, des bruits de retour de l'Assemblée nationale, c'est que, y compris dans les rangs de la Macronie et de la droite, personne ne comprend ce que ce texte vient faire là. C'est pas une priorité. Il y a des gens qui sont pour, il y a des gens qui sont contre. Il n'y a même pas de clivage en tant que tel de parti. Forfaiture ou pas? Moi, je pense que c'est pas nécessaire. Si vous n'avez pas jusqu'au terme forfaiture, vous dites que c'est pas le moment, quoi. C'est pas le moment. Et puis, si on veut faire aimer l'Union européenne aux gens, je pense que le meilleur moyen de faire ça, c'est que cette institution soit véritablement démocratique et qu'elle soit réformée. Et qu'aujourd'hui, il y a une symbolique derrière tout ça quand même. C'est qu'on perd de plus en plus de souveraineté nationale face à une souveraineté qui, elle, encore une fois, est contestable en termes démocratiques au niveau européen. Et donc, je pense que ça va juste renforcer un certain nombre de ressentiments vis-à-vis de ces institutions. En quoi elle est contestable? On entend beaucoup dire ça, mais oui. C'est un Parlement qui est élu. Un Parlement qui est élu, qui a très peu de compétences. Comme vous le savez, l'essentiel des décisions, travaille pas mal, l'essentiel des textes sont faits au niveau de la Commission européenne. Ouais. Ce sont des gens qui sont mandatés par les différents pays qui composent le Conseil européen. Et donc, globalement, c'est des gens non élus qui mettent en place des directives et qui s'imposent au peuple. Et je prends la plus connue, celle des 3%. Vous savez, les fameuses règles de déficit, imposées au niveau presque constitutionnel. Bon, ça, c'est un problème dans la capacité des pays à être souverains sur leur budget et à faire leurs propres décisions et leurs propres choix. C'est une règle économique qui n'a ni queue ni tête, ni justification, et qui s'impose à toutes et tous, et qui justifie des réformes comme la réforme des retraites, qui est profondément injuste et inutile. Voilà. Qui s'impose mais qui n'est pas respectée. Heureusement. Oui, par exemple. Oui, on est à combien là? On est à 4. On est à 4,7. 4,7, on n'est pas à 3. C'est vrai qu'il y a eu la crise du Covid qui a changé un peu les choses. Mais la France peut prendre ses aises. On parle de too big to fail, trop importante pour laisser tomber, pour qu'on la laisse tomber. Et la France a longtemps utilisé un peu cet état d'esprit de dire on est tellement important dans l'Europe que si on est défaillant,
c'est pas possible ni pour nous ni pour les autres. Donc on prend un peu, et entre parenthèses, cette contrainte des critères de Maastricht ne rentrera à nouveau en vigueur que l'année prochaine, et préalablement peut-être préalablement à ça, il y aura une discussion pour savoir si on va les laisser dans ces termes. Donc pour l'instant, c'est mis un peu en sommeil. Il y a l'obligation, elle est même plus constitutionnelle, elle n'est pas constitutionnelle. Par contre, là, juste une parenthèse, on pourrait dans la Constitution mettre une règle d'or et imposer de ne pas faire de déficit et demander à l'État d'équilibrer ses comptes, comme on demande à tout le monde. Envisagé, d'ailleurs. Voilà, certains le font, l'Allemagne le fait. Donc ça, on pourrait en discuter, mais pour l'instant, c'est une règle, effectivement, c'est quelque chose qui a été fait sur un coin de table. Il fallait bien donner... si on reprend l'historique des 3%, en effet, c'est un truc comme ça qui est sorti un peu du chapeau. Il n'y a pas de fondement très bien économique. Pourquoi, son fondement ça signale tout envoyé. Voilà, et pourquoi pas 2 ? Et pourquoi pas l'équilibre ? Et c'est vrai que la rationalité économique commanderait qu'on soit à l'équilibre. Non, après, il y a, alors, sur la réaction de Manon Aubry, il y a en effet un enjeu politique. C'est vrai que vos partenaires de ELV sont étranglés quand elle parlait de forfaiture démocratique, parce que leur ADN, c'est quand même la construction européenne, et dire que l'Europe est une forfaiture démocratique pour les écolos, c'est inentendable. Alors vous savez, on a un programme commun LFI-NUPES pour la présidentielle, et sur l'Europe, on a réussi à se mettre d'accord sur un certain nombre de points. LFI n'est pas anti-européen, loin de là. Déjà, parce que l'espace européen, c'est avant tout un espace géographique où il y a une libre circulation des gens. Donc ça, c'est quelque chose qu'on défend, et on ne va pas s'extirper géographiquement de l'Europe, c'est pas à l'ordre du jour. Donc on est dans l'Union européenne. La question, c'est qu'est-ce qu'on en fait, comment on la change. Nous, on n'est pas... opposé à l'Europe, on est opposé à cette Europe-là qui s'impose au peuple et qui prend des décisions qui ne vont pas dans le sens de la souveraineté nationale et de l'intérêt général. Là-dessus, non ? Sur le drapeau ? Sur le drapeau, oui, pour revenir au drapeau. Oui, pour en revenir au drapeau et pas au programme politique de notre ami. Moi, je suis assez attaché au drapeau français, même très attaché, donc je trouve que c'est bien que ce soit le drapeau français pour autre chose. Qu'on pavoise aux couleurs européennes de temps en temps, pourquoi pas. Après, c'est peut-être la première fois et dernière que je serais d'accord avec les gens de LFI, mais est-ce que c'était vraiment le moment ? Je suis pas sûr, effectivement. Oui, il y a peut-être une façon de dériver un peu des problèmes actuels. Mais après tout, c'était le 9 mai, c'est la journée de l'Europe. C'est pas... Quand le président de la République intervient, d'ailleurs, je crois qu'il y a le drapeau européen, toujours, maintenant. Oui, mais qu'on le mette ponctuellement, pourquoi pas. Ouais. Florence ? Alors moi je suis plutôt pour. J'entends et je suis assez d'accord sur le fait que c'était peut-être pas le moment. Mais pour autant, l'Europe a été constituée pour pouvoir avoir une Europe et une zone géographique de paix. Et là, on a la guerre à nos frontières. Et donc, c'est pas totalement anormal d'avoir le drapeau européen pour l'Europe étant aux côtés de l'Ukraine. Et donc, moi, je pense que c'est plutôt une bonne chose d'avoir l'Europe. La France fait partie de l'Europe. L'Europe, c'est quelque chose qui doit, à mon sens, se renforcer, avoir plus d'harmonie, avoir plus d'harmonie, que ce soit l'harmonie fiscale, que ce soit l'harmonie sociale. Donc, il y a un gros travail à faire pour faire évoluer l'Europe sur ce terrain-là. Mais je pense que c'est franchement un pôle de nations qui doivent œuvrer dans le même sens et devenir économiquement, socialement fort. Donc moi je suis plutôt pour. Certes, mais enfin, on ferait quand même mieux de s'intéresser à l'Europe de la défense mais pas que. Au pavois. Bah aussi, c'est quand même important, vous le disiez vous-même. Oui, c'est en train de se construire. Oui, mais ça se construit. C'est en train de se construire, justement. De façon magnifique. On est 500 millions d'Européens. On a un porte-avions, c'est le porte-avions français. Oui, les États-Unis sont 320 millions, ils en ont 12. Les Chinois en construisent 2 par an. Justement, elle est en train de se construire, l'Europe de la défense. Mais pourquoi elle est non, mais elle est peut-être aujourd'hui ni faite ni à faire, mais je pense que c'est tout à fait dans le sens du vent, et l'enjeu c'est de la renforcer sur le plan de la défense maintenant. Ça c'est probablement une volonté française, mais quand on voit l'obstruction permanente des Allemands à toute velléité de faire quoi que ce soit en matière de défense avec la France, ils ont évolué. Ça n'a pas changé. Ils dépensent tout aux États-Unis. Ça n'a pas changé. C'est des vœux pieux. On passe au suivant. On va faire un peu de people. Oui, Brigitte Bardot, qui est héroïne d'une saga qui raconte sa vie, qui est
son mari est toujours au RN, non? Où il était? Elle est toujours mariée? Je ne sais pas. C'est ça la question. Mais vous avez regardé, ça vous intéresse? C'est un symbole, c'est de quelque chose ou pas? En tout cas, la comédienne est charmante Ouais. et je trouve c'est plutôt bien choisi. Enfin, en tout cas, physiquement comme ça. Sur le reste, je sais pas. Oui, après, c'est très bien de faire un truc autour de Brigitte Bardot. C'est comme quelqu'un qui a beaucoup compté, qui a une carrière exceptionnelle. Enfin, après, il y a sûrement plein de gens. Dérive après. Oui, non, il y a plein de gens qui vont réécrire l'histoire, qui vont la traiter de tous les noms, en disant que c'est une image de la femme absolument caricatural. Bon, comme on réécrit tout en ce moment et que tout le monde applaudit dès demain, bientôt on va peut-être brûler les effigies de Bardot. Elle a été un moment, ça a été une Marianne. Je pense qu'il y a des gens qui vont vouloir casser la coup de masse les quelques Mariannes représentées. Voilà, mais ce qui serait quelqu'un qui compte dans l'histoire française. Oui, bien sûr. Mais moi, je ne suis pas du tout pour ça, mais c'est pour ça que je trouve bien, et puis que les gens un peu plus jeunes que nous puissent avoir une vision de ce qu'a été Brigitte Bardot, c'est quand même tout à fait intéressant. Simone de Beauvoir a écrit un texte très beau sur Brigitte Bardot, sur la liberté de Brigitte Bardot. Pourtant, Simone de Beauvoir, c'était une féministe. C'est vrai qu'elle a représenté ça. Elle a représenté aussi la liberté, le plaisir quand elle veut, comme elle veut, et une grande liberté féminine. Mais après, je ne regarderai pas la série. Moi, je me suis forcée à regarder par curiosité. Je trouvais que, alors, j'avais lu quelques critiques préalablement, et il est vrai que Daniel Thompson a vraiment essayé de retranscrire, a demandé à l'actrice. Alors, la ressemblance, personnellement, je n'ai pas été convaincue, mais peut-être que les épisodes suivants le seront. J'ai vu juste le début, mais simplement, Bardot a marqué son époque. Je pense qu'elle a peut-être plus vécu le féminisme qu'elle ne l'a transmis ou transcrit, etc. Donc, elle a fait de sa vie une vie de femme libre. Elle a arrêté sa carrière en pleine gloire en 73. Donc ça, on peut lui reconnaître au moins de ne pas faire ce que font certaines actrices qui essayent de s'accrocher à la... Elle n'a pas aimé le cinéma, de toute voilà, façon. le cinéma, elle l'a aimé, mais elle l'a pas aimé. Mais elle a aussi défendu ensuite une cause, la cause animale, et a fait pression sur tous les présidents de la République, quels qu'ils soient. Elle était assez en avance sur ce ça, combat. je pense que c'était les bébés phoques, enfin des images de bébés phoques. Donc c'est un combat qui avait son importance. Il ne faudrait pas oublier derrière le personnage qui est une actrice et qui a après elle plaît, elle déplaît. Mais je pense qu'elle a plus servi la cause de la femme qu'elle ne l'a desservie, me semble-t-il. Sébastien, vous avez un mot à dire là-dessus? Non, j'ai pas d'avis sur la question. Je pense que vous projetez beaucoup de craintes et de... quand je vous écoute parler, j'ai l'impression que tout est en train de s'effondrer. Non, je trouve que c'est au contraire très positif. Oui, je trouve qu'au contraire, on fait des films sur des personnes qui ont marqué notre histoire, l'histoire du cinéma français. Donc, moi, ça n'a rien qui me surprend. En dehors du fait qu'évidemment, elle a des prises de position assez proches de l'extrême droite que tout le monde connaît. Mais bon, voilà. Moi, je ne regarderai pas personnellement la série. Ça ne m'intéresse pas plus que ça. Est-ce que vous avez regardé le couronnement de Charles III? Non. Je suis regardé. Moi, je ne sais pas. Alors, c'est vrai que moi, ça m'a paru comme ça, tout un coup, quelque chose d'assez... qui n'était pas peut-être avec Elisabeth, quelque chose de très désuet et de très dépassé. Mais je ne sais pas si c'est le bon sentiment, après tout. Hein. Franchement, je ne trouve pas que ce soit dépassé. Est-ce qu'on peut débattre de l'utilité ou pas d'avoir une monarchie ou pas? À partir où on accepte l'idée qu'il y a un roi, qui est toute la pompe qui tourne autour du roi ou de la reine, me paraît tout à fait normal. Alors, il y a des gens qui osent parler de déguisement, tout ça, parce qu'il y a des choses... Il y a quand même un côté kitsch et... Alors, en quoi est-ce que ce serait un déguisement? Alors, c'est quasiment un uniforme de roi. Il y a des militaires ont des uniformes, les prélats ont des uniformes. Je vois pas en quoi on peut se moquer de ça. Et puis ensuite, je trouve qu'en France, on a un côté vraiment aigri et assez lamentable. C'est-à-dire que c'est une affaire qui concerne essentiellement les Anglais, et on est là à critiquer comme si ça se passait chez nous à Montreuil. Ben non, je veux dire, c'est pas là. Je veux dire, peu importe qu'ils se débrouillent et qu'ils fassent ce qu'ils veulent. Les Anglais, les Anglais ont passé 3 jours visiblement très satisfaits. Il y avait aux Anglais de savoir s'il faut garder ou mais voilà, la monarchie, c'est le problème. En effet, non, ça personne. Mélenchon qui se permettait de dire il faudra bientôt que ça change, etc. Enfin, je veux dire, on est juste dans l'aberration totale. Enfin, oui, mais on est quand même. Alors, c'est ça qui peut choquer aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui ne sont pas égaux aux autres de par leur naissance. C'est ça la monarchie, quand même.
Est-ce que ça, c'est admissible aujourd'hui ou pas? C'est un problème qui peut se poser. Oui, moi je trouve une question qui peut se poser. C'est tout à fait admissible, parce que de toute façon, c'est la réalité. Je veux dire. Dans d'autres domaines. Oui, exactement. Alors après, on se focalise sur la monarchie. La démocratie, c'est le contraire de ça, quand même. C'est de dire tout le monde est. Est-ce que le fils de Bolloré est pareil, est né comme les autres? Est-ce que le fils de Bernard Arnault est né comme les autres? Non. Il a quand même plus de chance. Donc voilà, on ne peut pas lutter contre l'ordre des choses. Certains milliardaires qui déshéritent leurs enfants pour justement leur donner. Alors, plutôt aux États-Unis qu'en France. En France, on n'a pas le droit de toute façon. Non, mais les milliardaires qui déshéritent aux États-Unis, ils déshéritent d'à peu près. Après, pour des raisons fiscales. Et c'est 70% de leur fortune. Alors, la fortune de Bill Gates, quand il en reste 30%, franchement, c'est confortable. Voilà, donc c'est. Je peux me permettre là-dessus. Je pense que vous soulignez, paradoxalement, deuxième fois qu'on est d'accord sur ce plateau, vous soulignez quelque chose de parfaitement juste, c'est que la République, elle est indissociable de la République sociale, c'est-à-dire que les citoyens ne peuvent pas naître libres et égaux en droit et exercer cette liberté s'il y a justement une inégalité qui est profonde à partir de la naissance. Donc effectivement, quand on critique le régime anglais, on critique avant tout cette accumulation de richesses qui fait que le Royaume-Uni est un des pays les plus inégalitaires d'Europe, aujourd'hui le roi a des possessions de terres qui se comptent en dizaines de milliards d'euros et que le citoyen anglais peut rien y faire, c'est ses terres, et il est obligé de verser un impôt à quelqu'un qui n'a ni été élu, qui est juste né comme ça, et qui n'en paye pas. Et en fait, c'est tout à fait comparable effectivement au Bolloré et compagnie, parce que voilà, on est dans un système. Je comparerais pas. C'est une accumulation. Dans le PIB, il y a une différence. C'est une tradition, une naissance, le fils de rôle de réparer ça avec l'impôt, avec la redistribution des richesses, avec les services publics. À ceci près qu'économiquement, la royauté, la monarchie anglaise rapporte beaucoup plus qu'elle ne coûte aux Anglais. Le couronnement, par exemple, on parle d'à peu près, suivant les estimations, suivant les journaux, entre 50 et 120 millions d'euros dépensés. Ça va rapporter plusieurs milliards d'euros. C'est redistribué aux gens qui vont, parce que les 150 millions vont être pris sur les impôts des Anglais, mais est-ce que ces milliards vont être redistribués aux Anglais qui ont payé des impôts pour donner un chiffre précis, en matière de tourisme, la famille royale rapporte 2 milliards par an. Voilà. 2 milliards d'euros. C'est pas rien. Et là, ça va être beaucoup plus. Il y a un certain nombre de touristes qui ne viendraient pas s'il n'y avait pas. Non, mais le roi représente, pour poursuivre là-dessus, le roi représente en fait l'unité, pour les Anglais, le roi représente l'unité du Royaume-Uni et il est au-dessus de. Mais on voit bien que ça craque un peu. Ça craque un peu, mais pour les Anglais. L'Irlande. Politiquement, ça permet aussi sans doute. C'est vrai qu'il est le chef d'État de 14 pays, je crois. Ça permet sans aucun doute aux Anglais de mieux supporter les changements politiques de Premier ministre, parce qu'il y a justement le roi au-dessus. Et que du coup, il y a une certaine permanence de l'État. Au-dessus et pas au-dessus. Enfin, non, mais je veux dire, qui reste là. Qui reste là. Quel que soit le Premier ministre, c'est une permanence tout en haut de. C'est ce que disent les monarchistes d'ailleurs. Et du coup, c'est pas déplaisant, parce que qu'on soit Premier ministre travailliste ou conservateur, bon, c'est pas une révolution à chaque fois. Donc, alors qu'en France, nous on le voit bien. En France, on a une constitution, on a une déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Donc on a aussi un certain nombre de textes et de valeurs qui se placent théoriquement au-dessus de l'ensemble de l'échiquier politique. C'est un pays très démocratique. Je parle du ressenti. Tout à fait. Parlementaire. Un pays très démocratique jusqu'au Brexit quand même, qui a été. Comment? Oui, ça c'est les référendums à chaque fois. Ça c'est les référendums. On arrive à les manipuler, les référendums. Qui a été voté après une campagne de fake news absolument terrible. Oui, mais c'est une vieille démocratie, en effet. On peut juste sur l'image, je voudrais juste dire deux choses. Je ne suis pas sûre qu'il conserve toute l'affection du peuple anglais qu'avait sa mère. Parce qu'on sentait, on a vu quand même des images bien avec lui ça semble moins bien marcher. Et puis son attitude, c'est pour ça que j'ai regardé, mais je suis revenu après, j'ai interrompu, je suis revenu lors du couronnement, parce que l'attitude, on avait l'impression qu'il n'avait pas envie d'être là.
qu'il était triste à mourir, alors qu'il attendait ça comme depuis quelques dizaines d'années. Et il n'y avait pas la solennité, le côté serein dans le visage qui s'exprimait. Il y a quand même un manque d'empathie, me semble-t-il. Faut dire que sa mère a été couronnée, elle avait quoi, 23 ans, je crois, Oui. et qu'il en a 74, donc ça a pris un coup de vieux, si je peux dire. Non, mais je pense pas que là j'ai quelque chose à Quand voir à même, je l'affaire, pense que ça joue quand même, couramment. On était en 53, c'était la fin de la guerre, il y avait comme ça une sorte de légèreté dont on avait besoin. Aujourd'hui, les circonstances sont quand même très différentes. Il y a aussi un peu la pesanteur de la charge, parce que qu'on s'en moque ou qu'on apprécie, etc. Je veux dire, c'est quand même une cérémonie et une importance pour beaucoup de gens qui fait sûrement peser beaucoup de choses sur les épaules du monarque. Donc je comprends qu'il ne soit pas hilar au moment de... Moi, je ne suis pas hilar, mais il y a un côté... il me semblait décalé. Oui, Sébastien. Un dernier truc, c'est que votre discussion démontre bien que, avant tout, la famille royale, c'est une histoire people. C'est une histoire people qui intéresse à peu près 70% des personnes de plus de 50 ans, là où 30% des jeunes au Royaume-Uni soutiennent activement la monarchie, là où 70% sont opposés au maintien de... Oui, il y a un courant anti-monarchiste assez fort en Angleterre. Qui est générationnel, c'est ça que je voulais dire. Probablement générationnel, absolument. Pour terminer sur ce round-up d'actualité, peut-être un mot, vous voulez parler d'un tableau qui fait polémique au Palais de Tokyo. Ah oui. Le voilà, enfin on le voit à peu près. Oui, alors c'est un tableau, effectivement on voit... une personne, alors comme le disait Florence, c'est peut-être un géant avec une autre personne de taille plus modeste. C'est un enfant. A priori, on peut quand même penser que c'est un adulte et un enfant. Alors, moi, je suis contre toute censure, donc en matière d'art, donc ça ne me choque pas. On n'est pas obligé d'aller le voir. La seule chose qui pourrait être choquante. Qui a demandé l'interdiction? Ça a été demandé. Oui, alors ça a été demandé par des associations de défense de l'enfant, et ça a été demandé effectivement par le Rassemblement national. Et le type qui a badigeonné cette peinture est un ancien membre du Rassemblement national. Oui, elle était et elle continuera d'être exposée telle qu'elle est. Mais au-delà de tout ça, le seul petit problème, il n'y a pas un véritable problème, c'est que je ne vois pas bien comment l'artiste qui a peint ça peut nous dire que c'est un truc contre la guerre. Voilà, c'est juste ça. Moi, je comprends qu'on peint ce qu'on veut, mais qu'on me dise que ça, c'est un tableau qui lutte contre la guerre. Voilà, j'ai un tout petit peu de mal. Le vieux slogan, faites l'amour, pas la guerre. Voilà. Mais bon, après, déplacé. Après, c'est le grand débat sur l'art, mais voilà. Après, oui, c'est vrai que, juridiquement, d'ailleurs, la France est un pays de liberté. La liberté de l'art, elle est, la liberté de l'artiste, elle prime, non? Bien sûr. Sinon, c'est la fin de tout. Oui, ça, c'est parce qu'on met la barre. D'accord là-dessus. L'art est un mode d'expression. La liberté d'expression, elle a comme limite la liberté des autres. Donc à partir du moment où on nuit à l'intégrité physique et morale à travers une œuvre d'art à d'autres personnes, effectivement, on peut se poser la question d'une, entre guillemets, censure, mais qui est légitime. Vous ne pourriez pas, par exemple, faire une chanson glorifiant le nazisme en France, parce que justement, il y a une limite qui est fixée à la liberté d'expression, heureusement. D'accord, mais là, je ne vois pas le moindre signe nazi. Et si à ce moment-là, si je vous suis, on va se balader au Louvre et tout tableau représentant un guerrier en train de trancher la tête d'un autre devrait être supprimé parce que c'est une vision offensante de la vie et qu'on ne devrait pas représenter. Heureusement, il y a quand même des historiens dans notre pays, il y a quand même des personnes qui étudient l'art, qui sont capables de contextualiser toute chose. Là, c'est pareil, on peut toujours... On ne peut pas extraire tout de son contexte, donc il me semble que... Je ne connais pas le fond de cette histoire-là, mais s'il y a des associations qui ont émis des oppositions à la présentation de cette œuvre d'art, voilà, c'est comme ça le procédé en fait en République. On s'y prend de cette manière-là. Le procédé, c'est que le tribunal a rejeté leur demande. Voilà. Donc, après, il y a c'est le juge qui a tranché. C'est pour ça que moi, évidemment, je ne soutiens pas la dégradation d'une œuvre d'art, mais ce que je veux dire, c'est que ça peut être quelque chose de tout à fait concevable de fixer des limites à une liberté d'expression artistique. Surtout pas. Après, les limites. Parce avec quels critères Non, mais quels critères dans la loi? L'art officiel. Non, mais ce seront vos critères. Parce que chacun, le droit n'est pas la moralité.
vérifier. Sur quelle base un juge prend sa décision, sur quelle base la décision a été rendue, du respect des libertés. Voilà. Donc il se pose la question, il s'interroge sur est-ce que la liberté d'expression, encore une fois, va à l'encontre de la liberté et de la dignité d'autres personnes, et c'est basé là, vous là-dessus. rentrez dans la morale. L'injure, non, c'est l'injure publique, Non. le racisme, ce sont des Ça, c'est délits. pas de l'injure publique. Il y a eu pendant longtemps en Bah non. France un comité de censure ça qui fait censurait des films, Ah oui. vous êtes Non, mais on est religieuse. dans un état de droit. Hein. Il y a bah oui, une justement. définition légale Non, mais- de la discrimination, du racisme, Oui, du sexisme, absolument. etc. Oui, oui. Donc c'est sur ces Voilà. bases-là que. Mais il y a une définition de la l'état liberté droit d'expression. du juge. Oui, tout à fait. Là, Donc, c'est le le juge. ce ne sont pas des personnes réelles, en c'est fonction de des là règles. qu'on défend Ouais. les C'est pour- individus. Mais là, c'est c'est une pour ça que- représentation. Vous Ouais. n'êtes pas dans le réel, vous êtes dans une Parce qu'à ce représentation. moment-là, ça va être pareil dans C'est les une fiction. raciste C'est également. une fiction. Et une représentation peut être raciste Ça- également. si ça vous choque, et alors, dans un livre, on n'aurait pas le droit non plus de raconter une histoire, l'histoire qui se passe sur un tableau, Encore une sur fois, ce je tableau. ne connais pas l'œuvre, je vois Non, pas, non, il je vois parle pas pas ce qu'elle d'œuvre, représente. voilà. Mais encore une fois, le principe, il y a des lois, il y a des juges, ils décident à la mais fin. si vous mettez L'état un- de droit, voilà. Si vous mettez un pied dans la censure, je ne sais pas où on va. Mais Là. c'est pas de la censure, au Bah contraire. si, c'est- si vous dites que la- il faut respecter Non, la liberté des autres, après chacun a ses propres... tout citoyen, pardon. Chacun a sa propre vision par exemple du tableau. Il y en a que ça choque, d'autres que ça choque pas. Ou est-ce que vous mettez la limite pour dire ah ben non, ben là on atteint la liberté d'un certain nombre de personnes, pas d'autres. À quel moment quels critères vous allez mettre, et puis après vous allez dériver sur plein de sujets. Et donc il faut surtout pas après aller sur des dérives qui peuvent être après des dérives un peu totalitaires. Votre liberté, c'est d'aller Ouais. les voir, le tableau, Ou pas. Alors, C'est tout. Voilà. la justice est indépendante et Oui. elle doit être correctement financée, elle doit fonctionner correctement. Donc moi, je suis pour l'état de droit et donc je pense aussi à la liberté de circuler, d'avoir des opinions, de vivre sa vie pleinement et de s'émanciper de tout citoyen qui peut être victime de racisme, encore une fois, de discrimination, de sexisme, Oui, etc. oui, oui. Donc d'où le Mais fait dans ce que... cas-là, il faut Non, mais fermer non, mais- les cinémas qui pardon, font mais- des films porno. Pour créer simplifier, si je résume votre position, vous dites voilà, il y a des lois, on peut saisir le juge et c'est le juge Voilà. qui décide. En gros, c'est ça. L'état de droit, oui, Voilà. tout à fait. Voilà. Droit, ça, C'est ça, pas ça, donc ça, vous ça, appelez non, ça un mais régime ce que je veux dire, autoritaire, c'est qu'on- ça me paraît Non, mais que des Non, non, mais c'est pas ça, que c'est des que vous gens se parlez sentent de... choqués et vous- puissent saisir la justice après tout. Oui, Pourquoi bah pas, non, mais ça, ouais. il n'y a pas de... Là, moi, je suis tout à fait pour. Hein, C'est même bien, Mais oui, sûr, c'est non, mais que non, le débat ait ça, lieu. faut- ouais, absolument. Ce que je veux Après, dire, c'est que monsieur parlait de dire qu'il faut une loi pour... Il y a Non, déjà non, le non, texte. Il y a déjà le Ouais, texte. enfin bon. non, non. Et après, voilà, on peut penser que la liberté de l'artiste Est absolue. en effet est absolue, et fait partie de la liberté Elle d'expression. ne l'est pas actuellement dans les faits. Voilà. Il y a Ah des- si, il y a la des liberté limites. de Non, non, il y a l'artiste des- est absolue. Il y a des limites dans ce qu'on peut représenter dans des œuvres. Non. Lesquelles Bah non, lesquelles? Bah, régulièrement. Vous avez eu par exemple récemment un débat, alors je ne sais pas si on peut l'appeler un artiste, mais vous avez une œuvre littéraire que vous connaissez bien de Monsieur Hitler qui a été republiée, Mein Kampf. Ouais. Bon, bah, a eu lieu un débat juridique et une décision du juge à la fin qui a tranché. Oui, c'est vrai qu'il y a Et des... donc il y a des- régulièrement sur des œuvres Il y a culturelles. des livres de débats Céline qui sont toujours interdits. Il y a, en en fait, il y a, Il n'y en a plus. hein, Il n'y Il y en a a plus de plus. livres interdits. il y a plus de livres interdits, mais enfin, ils sont en vente libre. Et ça, magasin, et ça ouais, marche c'est en dans les vente deux libre. sens, où il y a eu un débat juridique à la Non, mais c'est FNAC pendant sur longtemps que est-ce c'est qu'il fallait interdit. publier un jeu de société qui parlait des Black Blocs, qui parlait des manifestations de rue, donc qui mettait ça en scène de manière humoristique. Il y a eu un débat juridique, la justice a donné raison, en l'occurrence là, au créateur du jeu de plateau. Mais tant Il mieux, a tant pu mieux. être- Dieu il a Dieu pu sait être si vendu. j'exècre les Black Blocs, mais si on fait un Bah jeu oui. autour des Mais Black je suis Blocs, sûr que vous là, avez c'est- été très content qu'il y ait eu un débat et que ça pose question. Donc voilà. Non, parce que pour moi, ça fait L'état de ça droit. fait même pas de débat. Enfin, je veux dire, je m'en fous. Je veux dire, si j'ai pas envie, j'achète pas le jeu avec les Black Blocs, puis c'est tout. Je veux dire, mais qu'on fasse des jeux avec les Black Blocs, tant mieux. Et je veux dire, si entre deux parties, on pouvait les mettre en prison, je serais ravi. Mais Ce serait peut-être un défouloir et des... qu'on arrive enfin à les arrêter plutôt que de pousser je ne sais quelle On va, chimère. on va passer à un autre sujet. C'est la deuxième décision du Conseil constitutionnel rejetant le référendum d'initiative partagée, bien que le terme ne soit pas d'ailleurs légal. On parle de proposition de loi et pas de référendum dans la loi. Mais enfin bon. Le RIP est à la trappe, quoi. Il n'y aura pas de référendum. Alors c'était une demande des sénateurs de gauche qui avait été faite par ces sénateurs au Conseil constitutionnel demandant un référendum
dit d'initiative partagée, on a dit parfois d'initiative populaire aussi, enfin, demandant que l'âge légal de la retraite ne puisse pas dépasser 62 ans. Et pour la deuxième fois, le Conseil constitutionnel a rejeté la décision sur une argumentation relativement simple, c'est-à-dire que la loi qui s'applique actuellement prévoit la retraite, l'âge légal à 62 ans, donc si on veut un référendum, il faut que ça soit une réforme, et le Conseil constitutionnel a constaté que passer de 62 ans à 62 ans ne constituait pas une réforme. En gros, c'est ça, l'argumentation. Je ne comprends pas pourquoi la question n'était pas êtes-vous pour ou contre une retraite à 64 ans? Oui, mais c'est pas une réforme. Pas. Il faut que ça soit. Il faut que le projet de référendum, la proposition de loi, soit une proposition de réforme d'une loi actuelle. Et bon. Sébastien. Je crois qu'il y a une petite confusion dans votre présentation. Donc ça, c'était le motif de rejet du premier référendum mais le deuxième est à peu près le même. Le deuxième référendum d'initiative partagée, justement, les gens étaient très surpris qu'il ne passe pas, parce que partant de cet argument, on aurait pu considérer qu'à partir du moment où la loi a été votée à l'Assemblée nationale et que cet âge a été décalé à 64 ans, si le Conseil constitutionnel avait cet argument-là pour le premier rejet, il accepterait la deuxième. Et en fait, le motif de rejet, c'est que pour financer, parce qu'il faut financer une réforme, a été créé un impôt sur le capital pour permettre ce passage à nouveau à 62 ans. Et c'est sur ces motifs-là que le Conseil constitutionnel est rejeté. Donc preuve que cet organe, s'il y a évidemment une question légale et juridique, c'est avant tout une question politique qui fait qu'il tranche. Il y avait en effet un aspect de financement qui permettait de maintenir le système de retraite par répartition dans la proposition de loi des sénateurs de gauche. Mais là, c'était un problème fiscal, pas un problème. Du coup, c'était pas non plus une réforme, c'était pas considéré comme une réforme par le. Et alors, quand on fouille un peu, c'est assez amusant sur la généalogie de ce référendum d'initiative partagée. On s'aperçoit qu'en fait, il a été mis en place en 2008, dans la réforme de 2008 voulue par Nicolas Sarkozy, pour s'attirer un certain nombre de votes de centristes ou de centristes de gauche, mais qu'il a été fait de telle façon que ce référendum ne puisse jamais avoir lieu, en gros. Heureusement. Mais peut-être heureusement. Heureusement, tant mieux. C'est une aberration démocratique. Je veux dire, on est dans un régime où on a suffisamment d'élus, on a des députés qui votent, et à la fin d'une législature, ils sont virés ou ils sont reconduits, et voilà, il n'y a pas besoin de redonner la parole comme ça sur des sujets, enfin, je veux dire, abracadabrantesques, et je veux dire, c'est une perte de temps, enfin, je veux dire, c'est antidémocratique au possible. Voilà. Je veux bien que c'est très à la mode de dire le pouvoir est dans la rue, on manifeste, on brûle des poubelles, donc on a raison, donc le peuple est là, et de remettre en question systématiquement le résultat des élections, c'est un tropisme de certains partis politiques. Moi, c'est pas le mien, et je veux dire, tant mieux qu'il n'y ait pas de référendum et que ce soit définitivement enterré. Peut-être qu'un jour, il y a quelqu'un qui dira, on arrête avec cette chimère. En fait. Alors, vous reprenez un peu ce que dit Dominique Régnier, qui est le président de Fondapol, qui est prof à Sciences Po, qui dit au fond, lui dit, selon lui, qu'il faut faire attention au RIP parce que ça serait une façon donnée aux populistes, je le cite, de dire qu'on peut défaire par la rue ce que les parlementaires ont fait. C'est exactement ça. Je suppose que vous n'êtes pas d'accord avec ça. Vous êtes toujours dans la modération, en tout cas dans vos propos. Toujours. J'essaie de me mettre au niveau de votre parti. Oui, en l'occurrence, là, sur le RIP, c'est pas juste une demande de notre parti, c'est une demande de l'ensemble des partis de gauche, au Sénat comme à l'Assemblée nationale, et surtout, c'est une demande des organisations syndicales dans notre pays, l'intégralité. Alors, vous êtes peut-être contre le principe d'organisation syndicale, mais l'ensemble des organisations syndicales de notre pays demandaient à ce que ce RIP puisse passer pour qu'on passe, justement, pour qu'on résout un conflit qui était bloqué d'un point de vue institutionnel en ayant la seule voie de recours, c'est-à-dire celle des urnes. En final, donc affirmer que c'est un manque de démocratie de consulter le peuple, moi ça me paraît compliqué, d'autant plus que vous parliez des élections législatives. Là, en l'occurrence, le texte n'a pas été voté à l'Assemblée nationale, justement parce qu'il n'y avait pas de majorité pour le porter. Donc le seul outil qui a été trouvé pour le faire placer, c'est le 49.3. Le 49.3, c'est hyper démocratique. Donc les députés... non, en l'occurrence, c'est retirer le droit de vote aux députés pour faire un passage en force. Non, là, il faut en venir à
au 49.3, qui est le truc démocratique par essence. C'est-à-dire que les députés avaient la possibilité de faire sauter le gouvernement, ils ne l'ont pas fait, c'est donc démocratique, ils ont choisi. Il y a eu plus de voix pour soutenir Elisabeth Borne, enfin le gouvernement d'Elisabeth Borne que pour le faire sauter, absolument. Oui, c'est vrai que cette idée que le 49.3 c'est un déni de démocratie, elle est quand même un peu bizarre. C'est un article de la Constitution qui a été utilisé une centaine de fois depuis le début de la Ve République. Forcément dans les mêmes contextes, je veux dire. Notamment, on le cite toujours par Michel Rocard, parce qu'il n'avait pas non plus de majorité absolue, dont on ne peut pas dire que c'est la figure type du dictateur quand même. C'est pas comparable. Il n'y avait pas des millions de personnes dans la rue, des millions de grévistes au moment où Michel Rocard utilise le 49.3. Il y a quand même une différence de contexte. Alors vous disiez c'est pas la rue qui fait la loi. Quand même la rue dans une démocratie, c'est quand même important. C'est le vote. Parce qu'il y a des pays où les gens ne peuvent pas descendre dans la rue, type Russie, etc. Je ne suis pas sûr que ce soit des pays très démocratiques. Vous parliez tout à l'heure de la génération des jeunes, etc. Je veux dire, si les jeunes allaient voter au lieu de manifester, ce serait déjà pas mal. On ne les voit pas dans les bureaux de vote. On les voit bondir des panneaux. Alors ça, c'est très bien. Mais où sont-ils dans les bureaux de vote? Alors votre engagement est tout à fait agréable et j'en suis ravi parce que vous êtes jeune, mais vous êtes un peu seul. C'est dommage que les jeunes n'aillent pas voter, parce que s'ils allaient voter, peut-être ça changerait les choses sur la gouvernance de la France. C'est trop facile de bondir une pancarte. Ils votent quoi les jeunes? Ils votent soit RN, soit LFI. Soit LFI, ouais. Alors déjà, c'est pas trop facile de redire une pancarte. Faire grève, manifester une dizaine de fois, c'est un engagement qui est important. Il y a des jeunes qui mettent de côté leurs études pour faire ça. Il y a des gens qui mettent de côté leur salaire pour faire ça. Donc ne prenons pas à la légère l'engagement de plusieurs millions de nos concitoyens qui sont allés s'exprimer dans la rue, et écoutons leurs revendications. C'est la moindre des choses qu'on peut faire dans une démocratie. Et quand on compare les régimes autoritaires justement à une démocratie, la grande différence, c'est que justement entre deux élections, alors dans les régimes autoritaires elles sont trafiquées évidemment, mais entre deux élections, il y a des temps aussi de respiration démocratique qui sont des temps de mobilisation populaire et qui sont écoutés par les gouvernants. Vous donc que nous sommes bien dans une démocratie. Moi j'ai jamais dit le contraire, mais simplement une démocratie elle peut être améliorée, elle peut être changée. Et je pense que voilà, la démocratie ne se limite pas aux élections législatives et présidentielles. Il y a des contre-pouvoirs entre-temps. Il y a 12 millions de salariés qui sont appelés aux urnes chaque année pour élire des représentants syndicaux qui eux aussi sont élus démocratiquement et qu'il s'agit d'écouter. Donc les contre-pouvoirs, les élections intermédiaires et les référendums, tout ça sont on va en parler justement parce que ça c'est un peu la partie sur la conception du peuple, puisqu'on va voir qu'il y a une opposition entre le peuple qui conteste et puis la majorité silencieuse, on ne sait jamais où est le peuple. Mais pour en venir d'un mot sur le référendum, oui, évidemment, consulter le peuple, c'est démocratique, mais on voit bien qu'à chaque fois que le référendum a été utilisé, soit il a été utilisé par De Gaulle comme un plébiscite, c'est moi ou le chaos, et voilà, c'est pour voter pour moi ou contre moi. Et du coup, à chaque fois qu'il y a un référendum, on a tout intérêt à voter contre celui qui pose la question. C'est-à-dire que c'est pour ça que aucun président de la République, depuis le quinquennat de Chirac, et depuis le vote contre la Constitution européenne, n'ose utiliser la procédure de référendum. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas un peu vicié, ce référendum en France? Est-ce qu'il faudrait pas faire des référendums un peu dépassionnés, où il n'y aurait pas d'enjeu politique, c'est-à-dire il n'y aurait pas la démission au bout, ou la remise en cause de la légitimité du pouvoir en place? Là, peut-être que ça marcherait. Je suis très d'accord avec ce que vous dites. Par exemple, en Suisse, ça fonctionne très bien, les référendums. Mais il faut une question simple. C'est-à-dire, par exemple, êtes-vous pour ou contre la peine de mort? Simple, en fait. Non, mais simple, je veux dire, le débat est important, mais c'est oui-non. Enfin, c'est ça, c'est pas... C'est compliqué de répondre par oui, non, ce genre de questions. Sur la peine de mort? Si, quand même. Pas oui, peut-être, ou à peu près. Oui, mais ça dépend. Si, on peut dire oui pour les meurtres d'enfants, mais pas systématiquement. C'est oui, non. C'est-à-dire, la réponse, c'est oui, non. Et donc, il y a des référendums qui pourraient être mis en place. Alors là, c'est particulier, parce que c'est à la suite d'une loi qui est contestée, qui a été... voilà, mais je pense que moi, je suis assez pour... Par exemple, il pourrait y avoir un référendum
Absolument. Mais le dernier référendum qu'il y a eu en France, c'était pour ou contre Notre-Dame-des-Landes. Les gens ont massivement Alors voté. c'est un référendum régional. Oui, mais enfin, un référendum quand même. Et qui n'a pas été appliqué. Les gens ont massivement voté pour l'aéroport, pardon, et le président Hollande s'est empressé de dire oui, parce que le résultat n'est pas tout à fait conforme à ce qu'on veut, donc on n'en tient pas compte. C'est pas qu'il ne le voulait pas, c'était que c'était difficilement applicable, je crois. Mais voilà. Bon, non, mais après, mais... vous n'avez peut-être pas posé la question, j'en sais rien, mais c'est un petit peu. Parce que Jean-Marc Ayrault, qui était au gouvernement à l'époque, était plutôt favorable à l'aéroport. Donc, c'était un peu comme Non, sur la question du référendum, vous voyez ce que je veux dire? C'est vrai que ça dépasse les enjeux de la simple question qu'on pose, parce qu'on juge celui qui l'a posé, notamment. Enfin, et est-ce qu'il ne faudrait pas, trouver, parce que c'est une procédure importante et intéressante de consulter le peuple, mais est-ce qu'il ne faudrait pas trouver une manière un peu plus dépassionnée de le poser? C'est-à-dire ne pas y mettre autant d'enjeux politiques que vous le faites, par exemple? Alors, c'est marrant que vous appliquiez ce raisonnement au référendum et pas au 49.3. Justement, le principe du 49.3, déjà je reviens sur un débat précédent, c'est que justement vous changez l'enjeu du scrutin et vous retirez l'enjeu principal qui est la question de la retraite. Donc évidemment que pour un député, c'est pas la même chose de voter la démission du gouvernement et de voter la retraite à 62 ou à 64 ans. Sur la question du référendum, si vous en retirez le contenu politique, il n'y a plus aucun intérêt à faire un référendum. Tout l'intérêt... Pas retirer le contenu politique, on retirait tout ce qui est autour de ce contenu politique, c'est-à-dire il va de soi, les conséquences qu'on en retire. Il va de soi, le gouvernement il soutient telle ou telle hypothèse, donc il engage aussi sa responsabilité politique quand il fait un référendum. Non mais là on entend dire que Macron, qui a été élu et réélu, n'est pas légitime. Il a quand même été élu 2 fois. Mais alors, si en plus il fait un référendum et qu'il perd, qu'est-ce que vous allez dire? Alors, déjà, on ne dit pas qu'il n'est pas légitime, point. Il n'est pas légitime à faire un certain nombre de réformes. C'est celle qu'il a annoncée. Une petite nuance. Et qu'est-ce que je voulais dire J'ai perdu mes Pardon, propos. je suis désolé. Non, parler du référendum, justement, de la consultation du peuple, vous vous dites, forcément, ça a des enjeux politiques, quoi. Oui, donc... Et donc forcément, il n'y en aura pas. La démocratie, c'est là où je voulais en venir. La démocratie, justement, c'est que quand il y a une situation de blocage ou même des violences, c'est la manière institutionnelle de résoudre les conflits et les débats de la société à travers une méthode qui est tout à fait pacifique, c'est-à-dire aller aux urnes, mettre un papier dans une boîte. Et c'est comme ça qu'on résout les conflits en démocratie. Parce que très honnêtement, vous accepteriez le résultat d'un référendum. Vous remettez en cause systématiquement toutes les élections, mais là, un référendum, si vous perdiez le référendum, vous seriez dans la rue en train de dire on arrête tout, plus de grève, plus rien. Alors, au vu des sondages, il y a peu de chances qu'on perde un référendum sur la question. Je vous dis honnêtement, est-ce que vous seriez prêt à accepter de perdre un référendum? Je pense qu'il y a une difficulté ces derniers mois dans les débats publics, c'est qu'à chaque fois qu'on est en désaccord avec une décision fût-elle démocratique, on est traité au final d'anti-républicain et d'anti-démocratique. Le jeu de l'opposition, c'est de s'opposer. Donc moi, si je suis pas d'accord avec des prises de position du gouvernement, même si elles ont été votées légalement à l'Assemblée nationale, je continuerai à pas être d'accord. C'est aussi le principe de la démocratie. Mais c'est très bien. Il y a le contradictoire et il y a des combats politiques qu'on mène. Donc, tout à fait d'accord. Il y a toute une série de réformes depuis le début qui ont été mises en place par le gouvernement. Moi, je pense qu'elles ne sont pas légitimes et quand bien même elles sont légales, parce que je les trouve injustes. Et donc, je trouve qu'elles vont à l'encontre de l'intérêt général. Et donc, je m'y oppose. Je m'y opposerai longtemps. Moi, je respecte. Je pense que sur le référendum d'initiative partagée, il y a un petit souci au sens où on fait croire que, mais au final c'est pas un vrai référendum, c'est un succès d'année de référendum. Donc faire croire au peuple mais le peuple n'existe pas. Pourquoi ça c'est pas un vrai référendum? Au sens où on fait croire à la rue qu'elle va pouvoir décider, alors qu'au final le président peut tenir compte ou pas, me semble-t-il. Donc ça peut au final ne pas être pris en compte. Il faudrait rassembler un nombre important de personnes. Il faut rassembler à peu près 4,5 millions, ce qui est beaucoup. Voilà, c'est quand même assez énorme. Et il y a 2 choses que j'aurais voulu signaler ici. Je me souviens de Philippe Séguin qui disait que lorsqu'on reprochait certaines choses aux institutions, peut-être que c'est les hommes qu'on mettait en cause parce que au service des institutions, donc peut-être qu'il y aurait des choses à changer sur l'attitude ou sur la façon de faire la politique aujourd'hui. Peut-être qu'on n'en serait pas là. C'est-à-dire qu'il y a une instrumentalisation, une triangulation, pour faire simple, de certains programmes qui font que finalement l'électeur il sait plus très bien. On prend le programme de la droite quand on est au centre, pour être clair, ce qu'a fait Emmanuel Macron,
d'une certaine façon, trianguler, aller prendre un peu à droite, un peu à gauche, avoir un programme le plus large possible. Est-ce que c'est véritablement la manifestation du centre ou est-ce que c'est une façon purement électorale ou électoraliste d'essayer de rassembler? C'est pour ça qu'aujourd'hui, certains peuvent dire ce n'est pas mon président, c'est ce que vous essayez de nous dire, parce que finalement, vous avez voté pour lui, et ça ne me regarde pas, je ne vous pose pas la question, mais je peux imaginer que vous avez voté pour lui pour ne pas voter contre. Voilà, pour voter contre. Donc c'est là où on pose un problème parce que c'est pas l'usage du vote. Donc ça pourrait être un souci. Et puis autre chose que je voulais dire, c'est ce qu'avait fait plus sérieusement, de façon plus, je dirais, théorique, parce que ce débat-là, je trouve qu'il nous emporte peut-être un peu trop loin. C'est Buchanan et Tulloch qui avaient finalement dit que la moyenne, d'avoir la majorité, ça ne suffisait pas. Il faut plutôt chercher le médian, donc au-delà de la majorité, et avoir quelque chose de plus clair, partagé en deux parties égales, un espace, et faire aussi en sorte que quand on prend une décision, elle fasse moins de victimes que de bénéficiaires. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'il y ait plus de victimes que de bénéficiaires de la décision. Donc si la décision emporte une certaine légitimité parce que on va trouver un nombre qui va voter pour, ce qui pourrait être le cas pour le projet de loi, où finalement le projet de loi mené par la Lyotte le 8 juin, c'est pas une question de majorité de l'Assemblée, c'est une question d'avoir une voix de plus que ceux qui sont contre. Donc là, ça peut s'obtenir facilement. D'ailleurs, le 8 juin. Mais au final, ça n'ira pas au bout, et il faudrait peut-être mettre en exergue le fait de dire que socialement, économiquement parlant, il faut qu'il y ait une balance coût-avantage et que ce soit du niveau des avantages. La réforme des retraites, justement, elle ne fait pas plus de victimes que de bénéficiaires? Alors, faut voir comment on se place, parce qu'on peut pas le dire aujourd'hui, on peut le dire en se projetant, on peut dire que aux gens de travailler 2 ans de plus, c'est beaucoup. Alors pour la personne, de façon égotropique, pour l'individu à qui on dit vous allez bosser 2 ans de plus. Moi, j'ai plein d'amis universitaires qui disent tant mieux, je voudrais bien bosser 2 ans de plus parce que j'aurai le droit de me faire financer des voyages à l'étranger. Là, on a un prof, on ne peut pas l'accueillir parce qu'il va avoir 64 ans et qu'en fac, c'est terminé. Les profs visiteurs ne peuvent plus venir passer 64 ans. C'est un vrai drame. On travaille avec lui, comment on fait? Bref, on ira le voir. Mais il y a cet aspect-là. Donc il y a l'aspect égotropique et l'aspect sociotropique. Est-ce que je le fais pour moi ou pour mes enfants? Donc si on prend les considérations intergénérationnelles et si on considère que les projections qui sont faites en l'état, avec les hypothèses sur la croissance notamment et sur l'inflation, nous disent que le système va à un déficit accru, on peut considérer que je peux être un minimum empathique et considérer que c'est l'avenir de mes enfants qui est en cause. Donc c'est une bonne réforme de ce point de vue-là. On peut peut-être financer la réforme autrement. On pouvait la financer autrement. Juste un mot justement sur ce qui va se passer le 8 juin. Donc il y a une proposition du groupe Lyotte de revenir sur la réforme des retraites et on voit que ça risque d'être serré là pour le coup. Et oui, ça a une chance de passer. Évidemment, le NUPES va voter la proposition de Lyotte. Donc, Oui, tout à fait. Alors là, c'est l'occasion de faire un troisième round, une troisième expression à l'Assemblée nationale sur la question de la réforme des retraites. Maintenant, en fait, je pense que pour que les parlementaires aient une pression suffisante pour que ce texte passe, il faut maintenir la mobilisation. Vous avez l'intersyndicale qui appelle 2 jours avant à une grande journée de mobilisation nationale. Donc je pense qu'il faut... Et est-ce qu'à un moment, vous dites on arrête? Non, mais est-ce que si le 8 juin, par exemple, la motion de Lyotte ne passe pas, est-ce qu'à un moment, il ne faut pas dire, ça y est, on s'est battu, on reconnaît qu'on a... c'est comme ça, la loi est passée, ou alors vous allez continuer pendant 2 ans, pendant 3 ans, pendant 4 ans. Quand est-ce qu'on s'arrête? Il faut savoir s'arrêter en démocratie. Moi, je suis comme un joueur de foot. Tant que l'arbitre il n'a pas sifflé la fin du match, je continue à jouer. L'arbitre, c'est le mécontentement populaire. Et donc là, on a une situation de crise sociale importante dans notre pays, avec une mobilisation qui est énorme. Je pense que la solution de sortie de crise, c'est effectivement de passer par la voie parlementaire et donc d'abroger ce texte de loi à travers la niche de Lyotte. Donc l'arbitre, c'est pas l'Assemblée nationale. L'arbitre, c'est le peuple. C'est toujours le peuple en démocratie. Alors justement, on va parler du peuple. Parce que le peuple est dans tous ses états, parce qu'on voit qu'il y a 2 peuples. Il y a le peuple mécontent dont vous parlez, puis il y a la majorité silencieuse dont parle la majorité. L'effectif sur 10, et 7 personnes sur 10 sont opposées à la réforme des retraites. Juste un petit jiggle, voilà, on va faire ça, puis ça sera plus propre. Pardon. Oui, c'est assez curieux, c'est-à-dire de parler au nom du peuple. C'est quoi le peuple? C'est une abstraction absolue, non? Oui, c'est un ensemble. On voit des gens dans la rue, mais comme vous me dites, il y a 1,5 million, par exemple, 1,5 million de gens qui manifestent, ce qui est beaucoup, mais enfin, il y a 46 millions de gens qui votent.
Donc c'est rien, si je peux dire. Vous voyez ce que je veux dire? À chaque fois, comment on mesure l'idée qu'on parle au nom du peuple, qui est le peuple, où est-ce qu'il est, qui a son adresse, son numéro de téléphone. Alors le peuple, c'est les citoyens, donc je disais tout à l'heure, 9 actifs sur 10, quand ils se prononcent dans les sondages, s'opposent à la réforme des retraites. Vous avez à peu près 2 tiers des gens qui sont dans les votes. Non. Je vous propose un faisceau d'indices, tout simplement. Dans ces faisceaux d'indices, on peut considérer qu'une mobilisation historique depuis les années 80-90, qui a réuni des millions de personnes dans la rue pendant une durée de 3 mois, enfin c'est sans précédent, quand même traduit un certain mécontentement populaire qui peut-être est majoritaire dans la population. Après, c'est le rôle des politiques, justement, d'être à l'écoute de la rue, mais aussi à l'écoute de, globalement, quelles sont les attentes des Français, quels sont leurs besoins. Et je pense qu'il n'y a pas besoin d'être devin pour considérer que quand on arrive à 60 ans et qu'on est crevé par une vie de boulot, eh bien, l'aspiration majoritaire, c'est peut-être de prendre un temps de repos après une dure vie de labeur, d'autant plus que les générations précédentes... Il y a cette vision-là, mais vous pouvez avoir en effet des gens qui disent mais il y a peut-être après tout une majorité silencieuse, un peuple silencieux qui en a un peu marre des manifestations, du prix de l'essence qui augmente parce que les raffineries sont en grève, etc., et qui voudrait un peu de calme et un peu de tranquillité. Il existe aussi ce peuple-là. Avec ce raisonnement, on peut dire à peu près ce qu'on veut sur tous les sujets. Non, mais donc, justement, le rôle du politique... qui avait parlé de cette majorité. Il disait qu'il faudrait que la majorité silencieuse parle. Mais je pense qu'il faudrait aussi, de temps en temps, arrêter de penser que toute personne est bonne achetée à 60 ans et est à l'article de la mort. Ça, vous avez une vision qui est quand même un peu caricaturale des gens, des générations qui sont au-dessus de la vôtre. Je suis désolé, tout le monde n'a pas envie de s'arrêter à 60 ans, tout le monde n'est pas fatigué à 62, tout le monde n'est pas épuisé à 64. Donc voilà, donc rassurez-vous, tout le monde n'a pas envie de prendre sa retraite à 60 ans, voire à 62. Donc arrêtez de globaliser comme ça sans arrêt. Ils peuvent déjà partir à la retraite quand ils le souhaitent. Vous savez, les gens peuvent partir à 68 ans s'ils le souhaitent. Dans le privé, dans le public, évidemment, c'est différent parce que c'est de l'argent public. Donc on fixe une limite. Mais dans le privé, vous pouvez travailler. C'est de l'argent public, la personne a un coup un avantage. Donc, non, mais toute la difficulté de cette réforme, c'est que, ça on l'a déjà dit, mais elle a été faite à l'envers. Il fallait commencer par parler des carrières longues, de faire des lois sur le travail, etc. Pour ensuite arriver... Parce que comme vous dites, il y a des métiers qui sont extrêmement difficiles. Oui, il y a une inégalité dans les par rapport aux métiers. Mais là, il y a les carrières longues, c'est quand même un peu encadré. Puis j'espère que là, la CGT va rencontrer Elisabeth Borne. Et donc, on va peut-être avancer sur la question du travail, qui est quand même une question fondamentale. Alors, je reviens au peuple et à ce que Jean-Luc Mélenchon appelle la mauvaise République. Je cite sa phrase, le Conseil constitutionnel ne peut pas valoir plus que la Constitution qu'il défend. Il n'y a pas de bon Conseil constitutionnel aussi longtemps qu'il y a une mauvaise Constitution. À bas la mauvaise République. Et alors, on l'a accusé à ce moment-là d'être un peu... pas à l'origine, mais de soutenir un peu les violences. C'est vrai qu'il y a une violence dans l'opinion. Votre confrère Christophe Prudhomme, qui est élu à la région, on l'a vu l'autre jour, qui dit on a décapité Louis XVI, on peut recommencer avec Macron. C'est limite quand même, non? Même quand Mélenchon a osé dire on va montrer à Macron ce que veut dire le mot insurrection. Insurrection, est-ce que c'est le 14 juillet, etc. On ne peut pas être plus violent et plus... Est-ce que ça ne pose pas un problème quand même, cette violence-là? J'ai du mal à faire le rapprochement entre la question de la violence et la première citation de Jean-Luc Mélenchon sur la mauvaise République. Je pense que c'est tout à fait républicain. Est-ce qu'il y a une bonne et une mauvaise République? Est-ce que la République est divisible? Heureusement qu'on peut Est-ce qu'on dit de la Révolution? Heureusement qu'on peut avoir un avis sur la Ve République et sur son mode de fonctionnement. Est-ce que c'est normal qu'une loi passe à l'Assemblée nationale contre l'avis majoritaire, contre l'avis des syndicats, contre l'avis de l'Assemblée nationale elle-même et qu'elle passe en force par un outil qu'est le 49.3. Donc effectivement, on peut réinterroger notre système. Nous, à la France Insoumise, on défend un système... Le Conseil constitutionnel ne pas valoir plus que la Constitution, ça veut dire qu'il respecte la Constitution, alors le 49.3 est dans la Constitution. Alors c'est une certaine interprétation du Conseil constitutionnel de le fait qu'il respecte la Constitution. Donc je pense que quand il y a un blocage et un litige, encore une fois, il faut imaginer, je pense, des institutions démocratiques où le peuple peut...
peut ingérer dans la décision politique et prendre des décisions directement, par exemple par les référendums. Je reviens à la question de la violence, parce que dans le même discours, Mélenchon ne cédez pas, ne vous laissez pas domestiquer quoi qu'il en coûte. Si vous êtes des insoumis, soyez-le jusqu'au bout. La lutte continue jusqu'au retrait de la loi. Là aussi, il peut y avoir, on peut comprendre ça comme une incitation à la lutte violente. Non. Bah non, c'est vous qui ajoutez le mot. Non, mais je violent vous demande, après. je vous pose la question. Mais ce discours-là, vous pouvez l'entendre dans la bouche de n'importe quel syndicaliste qui est mobilisé. Vous ne leur faites pas le même reproche, c'est Mélenchon parce qu'il est. Et quand Mélenchon parle d'insurrection, alors qu'est-ce que vous répondez là ? Quand il veut montrer à Emmanuel Macron ce que veut dire le mot insurrection. Ouais, là, c'est un truc édifiant, c'est tout à fait, ça apaise le peuple, c'est ça l'idée. Parce que non, je pense qu'on parle pas la même langue, soit. Alors, je pense que c'est tout à fait sain en démocratie d'appeler les gens à se mobiliser. Ah, On peut utiliser des mots. Non, mais une insurrection peut être pacifiste. De la même manière que nous, on défend une révolution. Non, mais donc on parle vraiment pas la même langue. Parce que si une insurrection c'est pacifiste, alors là. Affirmer que les violences en manifestation ont un quelconque lien avec Jean-Luc Mélenchon, dans la mesure où je peux vous assurer que les Black Blocs et compagnie qui cassent des vitrines, ils sont très loin d'être de notre camp politique, de notre bord. C'est pas eux qui votent Mélenchon. On peut recommencer. Cette phrase mais, admettons. Mais en attendant, répondez juste à ça. Est-ce qu'une insurrection, citez-moi une insurrection qui soit pacifiste ? J'en connais pas. Peut-être vous avez des réécritures de l'histoire avec une insurrection. Des révolutions qui soient massives. Non, je parle d'insurrection. Le mot insurrection. Des insurrections qui soient massives et qui soient pacifistes, il y en a tout un tas. Donc là, c'est vous qui jouez. En fait, je vous trouve un peu de mauvaise foi. Vous savez très bien que la France insoumise, elle se présente aux élections, elle joue le jeu démocratique. Qu'elle défend une réforme des institutions, qu'on est profondément républicain. En fait, faites attention parce que le RN dit exactement la même chose. Mais le problème, justement, c'est très bien que vous disiez ça parce que le problème de tout ce brouhaha autour de l'AFI est violente et pas républicaine, ce discours qu'on entend depuis quelques mois vis-à-vis de la gauche, parce qu'il n'y a pas que l'AFI dans la NUPES, et vis-à-vis des syndicats aussi, parce que encore une fois, ils disent à peu près la même chose que nous, ils sont dans la même mobilisation que nous. Le problème avec ce discours-là, c'est que derrière, c'est le RN. Vos amis du Parti communiste sont beaucoup plus vu notre histoire, c'est pas la même histoire, c'est pas le même danger pour la République, et je pense que ça sert justement votre façon de raisonner à rapprocher ce que vous appelez les extrêmes, à dire qu'au final l'extrême droite et l'extrême gauche, d'ailleurs nous qualifier d'extrême gauche ça me paraît compliqué, la gauche c'est la même chose. Vous avez tout le même programme économique, justement le match de la retraite. Alors. Quand vous voyez, alors bon, après toute chose étant égale, parce qu'on ne sait pas ce qui se passera dans quelques années, mais que pour l'instant, c'est plutôt Marine Le Pen qui profite de la situation. Est-ce que ça vous interpelle ? Est-ce que vous dites, est-ce qu'on est dans la bonne méthode pour s'opposer ? Alors moi je ne serais pas certain de cette interprétation. Dans l'ensemble des sondages, la NUPES, si elle est unie, est devant Marine Le Pen. Ça c'est le premier truc. Dans l'ensemble des sondages, la NUPES est devant. Vous manipulez les sondages comme vous voulez. Tous les sondages donnent Marine Le Pen grande gagnante. Et vous non, les sondages donnent aussi une progression de la NUPES. Mélenchon pourrait l'emporter. Il pourrait y avoir un deuxième tour. Encore une fois, unie. Il n'y a pas un sondage qui donne. Il s'agit de projection et il y a une constante dans les sondages, c'est que la NUPES, en tant que force politique, est en progression. D'accord. Mais voilà, est-ce que ça vous interpelle pas quand même de se dire, est-ce qu'on n'est pas en train de faire là le jeu de l'extrême droite ? Oui, donc il y a une responsabilité du gouvernement qui est évidente dans cette crise démocratique. C'est pas nous qui sommes aux affaires aux dernières nouvelles. Donc affirmer que c'est ceux qui sont dans l'opposition qui font monter l'extrême droite, il y a des responsabilités partout. Ça me paraît compliqué. Il y a évidemment des responsabilités partout, mais est-ce que vous dites peut-être qu'on est dans une mauvaise, qu'on n'emploie pas la méthode qu'il faut ? Mais c'est pas nous qui gagnons au bout. C'est vous qui affirmez que c'est pas nous qui gagnons au bout. Et d'ailleurs, cette affirmation, le problème, un des éléments qui explique la crise dans laquelle nous sommes, c'est qu'elle est faite en continu en fait depuis 2017, qu'on nous répète que chaque élection sera toujours le même scénario, c'est-à-dire le Front National au deuxième tour avec la République en marche en face, et que justement la NUPES vient perturber tout ça. C'était une alliance inattendue. On a gagné le premier tour des élections législatives. C'est un combat qui est long, et nous on n'est pas résignés à cette opposition entre d'un côté l'extrême marché et de l'autre côté l'extrême droite, et qu'on pense qu'il y a une autre voie qui est possible, c'est celle du progrès social et de la NUPES. Voilà. Préfériez Ruffin ou Mélenchon comme candidat ?
J'ai pas d'avis sur la question, c'est pas une question de personne. Moi, je veux juste la meilleure stratégie pour gagner à la fin. Ok, merci. Merci à tous. On a plein de sujets à débattre à nouveau. Hein. Voilà, parce que la parenthèse n'est pas terminée, la parenthèse des retraites notamment. Il y a cette séance du 8 juin à l'Assemblée qui sera très importante, la manifestation du 6, évidemment. Merci à tous et à très vite pour un nouveau numéro de PAF.